Et je veux rappeler aussi que depuis 2014 et le début de ce conflit militairement, la France a été le premier fournisseur d'armes en direction des Ukrainiens. Il ne faut pas oublier que depuis 2014, cette guerre a débuté. Vous allez comprendre comment les lobbying ont financé des mouvements néo-nazis afin de mener une révolution en Ukraine. Et ce, dans le but de placer l'Ukraine sous l'autorité de l'Union européenne, qui elle-même est sous l'autorité des États-Unis d'Amérique, ennemi historique de la Russie. Si l'élite politique ukrainienne se rapproche alors de l'Union européenne, l'influence russe reste très présente, et ce, à plusieurs niveaux. Sur le plan culturel d'abord, Moscou considère Kiev comme la toute première capitale de la Russie au Moyen-Âge. Un héritage encore perceptible aujourd'hui, 17% de la population ukrainienne est d'origine russe, et la partie orientale du pays est majoritairement russophone, tout comme la capitale, Kiev. Ces manifestations organisées par l'opposition depuis dimanche sont les plus importantes depuis la révolution orange pro-occidentale de 2004. Mais le président Viktor Yanukovych persiste et signe. Selon lui, les termes de l'aide financière offerte par l'Union en échange de cet accord étaient humiliants. « Je ne veux pas être grossier, mais vous ne devez pas nous humilier comme cela », a-t-il déclaré. « Nous ne sommes pas des enfants. Vous ne pouvez pas nous acheter avec des sucreries. » Laurent Fabius évoque un personnage plutôt glaçant. Président Yanukovych, je ne suis pas sûr que vous passeriez vos vacances avec lui. L'opposition qui reproche au président Yanukovych d'avoir tourné le dos à l'Union européenne. Et pourquoi on nous a punis, on ne comprend pas. Je ne sais pas. Parce qu'on vivait bien. Notre vieillesse, nous avons eu ce cadeau. Est-ce qu'on vivait bien avant entre Ukrainiens et russophones? Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'ethnies, beaucoup de nations qui vivent ici. Il n'y avait aucun problème. Personne ne traitait les autres d'une manière humiliante. Est-ce qu'elle vivait bien avec les Ukrainiens? Avait-elle des amis ukrainiens avant? Bien sûr, oui. Jusqu'à ce que Maïdan transforme tout le pays. Le conflit est quasiment exclusivement présenté comme une opposition entre un peuple ukrainien désireux de se libérer du joug de la superpuissance impérialiste russe. Quand il y a les Américains qui sont venus ici avec Maïdan, c'est fini. Non, on ne veut avoir rien de commun avec l'Ukraine. Et Amérique. Parce qu'ici, il y a deux lignes politiques, russes et américaines. Ils n'arrivent pas à partager entre eux le champ géopolitique. Et c'est l'Ukraine qui en souffre. Libye, Syrie, l'Ukraine. C'est pareil ici. Les russophones, eux, ont une vision géopolitique où les USA souhaitent attirer l'Ukraine dans l'Europe afin de la neutraliser. L'Europe étant pour les Américains une zone non étatique, une sorte de no state land. En clair, c'est le retour de la guerre froide. Des manifestants marchent ce matin vers la place de l'Indépendance à Kiev. Ils réclament la démission du président Yanukovych, coupable à leurs yeux de tourner le dos à l'Union européenne. En tête de la manifestation, le leader de l'opposition, ancien champion du monde de boxe. Nous voulons un changement de gouvernement, parce que celui-ci ne nous écoute pas. Cet homme, c'est Vitali Klitschko, maire de Kiev depuis le 25 mai 2014. Nous reviendrons sur lui un petit peu plus tard. Du 18 au 21 février 2014, la violence va monter d'un cran. Quand la police ukrainienne donne la charge, il vaut mieux courir très vite. Pour ceux qui trébuchent, la sanction est immédiate. C'est ce matin qu'entrait en vigueur la loi interdisant toute manifestation antigouvernementale à Kiev. Résultat, dans le quartier des ministères, se livre une bataille rangée. События на Майдане 20 февраля 2014 года повергли всю страну в шок. Телеканалы показали расстрел практически безоружных людей. Большинство населения страны
Даже то, что было нелояльно к Майдану, возмутилось властью, посчитав, что сотрудники силовых структур перешли черту, открыв снайперский огонь по безоружным. Я считаю, что события 20 февраля стали ключевыми в давлении на президента со стороны сил Запада в лице его представителей, послов, еврокомиссаров и оппозиции. Этим видео я также хочу показать, каким образом лживые телеканалы, лживые СМИ, умышленно обрезая, комбинируя и форматируя видеоряд, создают у зрителя ложное представление о событиях 20 февраля. Hello. Hello. Hello, how are you? I'm fine. Good. And you? I'm good, good. I just wanted to catch up with you on what you thought when you were there. Okay, yes, I returned last night already, Yeah. so that I was Yeah. 1 day. Yeah. Impressions? Impressions are sad. Marina, do tell us where we know this from and who was behind those snipers, Dan. Absolutely. Well, all this information is in fact becoming public after a phone conversation was leaked and is now accessible to everyone who wants to listen in, and it is on YouTube. And that conversation, in fact, is between the EU Foreign Chief Catherine Ashton and also we have the Estonian Foreign Affairs Minister. And Catherine Ashton in that phone conversation is in fact asking him about his impressions of Ukraine, where he just returned from, and he said the picture is looking sad, and more importantly, and it's quite an eye-opener, this one is the fact that snipers were, as you said, Marina, were shooting both at protesters and officials, both sides really. So let's listen into what he had to say. All the evidence shows that people who were killed by snipers from both sides, among policemen and people from the streets, that they were the same snipers killing people from both sides. Well, that's, yeah. So that, and then she also showed me some photos. She said that has medical doctor. She can, say that it is the same handwriting, the same type of bullets, and it's really disturbing that now the new coalition that they don't want to investigate what exactly happened. So that there is now stronger and stronger understanding that behind snipers it was not Yanukovych, but it was somebody from the new coalition. This is what is actually quite surprising here for the Estonian foreign minister to say here, because if it is not Yanukovych behind this, which no one ever said that he was from day one, but if it is the newly formed government there in Ukraine, that means that the opposition all along were planning this, and they were in fact trying to destabilize the situation in Ukraine, and it seems that they've pretty much achieved in doing so. But the real question now is, because as I said, this really changes everything. How will the West and Europe, in fact, react to these revelations? Вот один из боевиков кричит остальным, прячущимся в холле отеля: это мусора, подтверждая тем самым, что их преследуют вовсе не провокаторы. Но самое интересное — это то, чем вооружены эти майдановцы. Уехав на лифте, они заняли позиции у окон отеля в номере одного из западных журналистов. Can you ask him to get the camera? So we can you ask him? Точку, чого будеш тут сидіти? Нужно менять позицию, говорит один из боевиков. В дальнейшем снайперы спецназа долго пасли этих террористов в окнах отеля, чуть не убив по случайности журналиста компании Russia Today. Mais d'où venaient les coups de feu? Le Premier ministre ukrainien affirme que ces policiers n'ont tiré que des balles en caoutchouc. Les manifestants n'en croient pas un mot. De peur de tireurs embusqués sur les toits, ils entretiennent un écran de fumée.
Le 22 février 2014, Viktor Yanukovych est destitué de la présidence. C'est certainement l'un des moments cruciaux de la journée, alors que l'opposition continue de s'emparer un par un des leviers du pouvoir. Le Parlement met un terme au mandat présidentiel de Viktor Yanukovych en votant sa destitution. Vous, les Européens, vous sous-estimez la gravité de la situation. Et vous avez une lecture des événements naïve et très superficielle. La situation est très grave, car cette révolution traduit aussi une montée du fascisme, avec un contexte social et économique qui rappelle celui des années 30, avec des gens qui aujourd'hui en Ukraine font l'apologie d'Hitler et de l'Allemagne nationale-socialiste. La montée de l'extrême droite en Ukraine, c'est l'autre visage de la révolution. En première ligne sur la place Maïdan, ces milices paramilitaires patrouillent dans les villes, accueillis en libérateurs par la population, occupant les ministères, les administrations publiques et se substituant parfois à la police. Dans l'ouest de l'Ukraine, nous pouvons retrouver une culture largement influencée de Stepan Bandera, nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Des milliers d'Ukrainiens défilent pour célébrer un héros nationaliste. Ils ont salué la mémoire de Stepan Bandera à l'occasion du 150e anniversaire de sa naissance. Au cri de gloire à l'Ukraine, et Bandera est vénéré par nombre d'Ukrainiens. Commémoré chaque année au 1er janvier, y compris en 2023. On retrouve d'ailleurs plusieurs statues à son effigie dans l'ouest de l'Ukraine. Venu à l'origine des régions de l'ouest du pays, elle s'implante désormais dans les bastions traditionnellement russophones comme Kharkov. L'avenue de Moscou, une artère de Kiev, a d'ailleurs été renommée en 2016 par Porochenko au nom de Bandera. Je trouve cela logique, car l'avenue de Moscou ne mène nulle part, mais l'avenue Bandera mène à la liberté. Je connais très bien Stepan Bandera, c'est un homme très respectable. Je le comprends et je comprends son point de vue. C'est un patriote normal de notre mère Ukraine. Je pense que c'est bien, nous sommes Ukrainiens, on doit avoir des rues qui honorent nos compatriotes. D'ailleurs, avenue Stepan Bandera, le centre commercial Gorodok a abrité en 2019 un drapeau nazi. Cela va être modifié rapidement. Les pro-Maïdan, ceux qui rêvent de liberté, le rêve européen. Pour ceux qui nous voient à la télévision. Ouais, je vais décrire pour les autres. C'est pas très compliqué. Ce monsieur est le président du parti Svoboda Liberté, qui a donc le tiers des sièges du gouvernement ukrainien. On le voit faire un très joli salut nazi. En 2012, le quart des députés israéliens, 25% de la Knesset, écrit à Martin Schulz au niveau du Parlement européen en disant il ne faut pas s'associer avec ce parti-là qui est un parti néo-nazi. Qu'est-ce qu'on a vu il y a 3 semaines? On voit Laurent Fabius qui le rencontre et qui négocie avec. Mais c'est quoi ce délire? C'est ça nos valeurs au niveau de l'Union européenne? Moi, c'est sûr que je comprends un petit peu les Russes. Cette idéologie-là, ça fait 27 millions de morts en Russie. On a un peu tendance à l'oublier. So that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it. And, fuck the EU. No, exactly. And I think we've got to do something to make it stick together because you can be pretty sure that if it does start to gain altitude, the Russians will be working behind the scenes to try to torpedo. I set up a foundation in Ukraine before Ukraine became independent
of Russia. And the foundation has been functioning ever since. And it played an important part in events now. On retrouve d'ailleurs en 2008 ce mouvement créé en Ukraine, Femen, comptant parmi ses financeurs George Soros, dans le but de déstabiliser la politique intérieure européenne et à travers le monde, et de mener une guerre culturelle. Ce qui nous permet de l'affirmer, c'est que George Soros a retiré ses financements en 2014, suite à une faction des Femen créée en Israël. Chers amis, nous sommes dans une merde noire. Monsieur Soros vient de découvrir que nous lançons une branche Femen en Israël et arrête d'investir dans Femen. Aidez-nous à récolter des fonds. Faites un don et devenez notre nouveau Soros. Les Pussy Riot avaient d'ailleurs été créés en 2011-2012 afin de leur servir de porte-voix en Russie. Il y a environ un an, les membres du groupe des Pussy Riot, au moins l'une d'entre elles, a raccroché 3 épouvantails dans un des supermarchés de Moscou, avec juifs, immigrants et quelque chose d'autre écrit dessus. Elle demandait de délivrer Moscou de ces personnes. Je pense que c'est totalement antisémite. Je pense que nous devons comprendre à qui on a affaire, et je ne pense pas que l'Allemagne moderne doive soutenir l'antisémitisme. Mais revenons maintenant au conflit en Ukraine. Nous avons vu qu'à l'ouest, la lutte était animée par un grand nombre de nationalistes. À l'est, nous retrouvons les russophones, ceux qui ne veulent pas oublier leur histoire et comptent bien la défendre. Dans l'est de l'Ukraine, ce jour de la victoire a été marqué par des manifestations des pro-russes, comme ici à Donetsk où environ 5000 personnes ont défilé au cri de non aux fascistes, une allusion à peine voilée aux autorités de Kiev. Nous voulons la sécession de la République de Donetsk. C'est la première étape et ensuite on verra si on rejoint la Russie, mais pas l'Ukraine, en tout cas. Nous donnons 80% de nos revenus au reste de l'Ukraine et jusqu'ici nous avons vécu en paix. Mais à Kiev, les pro-Maïdan n'ont pas voulu attendre des élections légales et regardez ce qu'ils ont fait. Forte hausse des tensions séparatistes dans l'est de l'Ukraine. Ce lundi, des groupes rivaux pro-russes et ukrainiens se sont affrontés devant l'administration régionale à Kharkiv. Hier, à l'issue de manifestations, le Parlement régional de Donetsk a été saisi par des séparatistes qui ont proclamé une république indépendante et demandé l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Prise sous un déluge de pavés et de pierres, la police ukrainienne recule. Mais les grenades assourdissantes ne sont pas suffisantes. La foule pro-russe se rapproche dangereusement. Des miliciens, mais aussi des civils, parfois âgés. Les policiers choisissent de se réfugier à l'intérieur de la cour de justice. Bref, temps de répit. Les manifestants menacent d'un nouvel assaut. Geste sans ambiguïté, les policiers à l'intérieur, ils ont choisi de se rendre. Désarmés, alignés, dépouillés de leur protection, ils sont ensuite exfiltrés sous les huées. Les manifestants s'approprient leur matériel pour faire savoir que désormais, ce sont bien les séparatistes pro-russes qui font la police dans les rues de Donetsk. Le 22 février 2014, après la destitution de Viktor Yanukovych, Arsen Avakov est nommé ministre de l'Intérieur de transition par le Conseil suprême d'Ukraine. Il y restera jusqu'au 13 juillet 2021. Le bataillon Azov a été formé à la fin des manifestations Euromaïdan. Qui sont ces soldats à la réputation sulfureuse, parfois accusés d'être des néo-nazis, coupables d'exactions. Sur cette photo, on y voit des soldats du bataillon posés le bras levé devant un drapeau nazi. Nous sommes en 2014, après l'annexion de la Crimée. L'unité Azov vient d'être créée par Andrei Belitsky, leader à l'époque d'un parti ukrainien xénophobe et antisémite. Plusieurs rapports datés de 2016, dont un de l'ONU, évoquent alors des crimes de guerre, des actes de torture, de viol, d'exécution d'otages et de prisonniers pro-russes. Depuis,
Azov a été intégré aux forces armées ukrainiennes. Un deuxième bataillon de néo-nazis, le bataillon Haïdar, est composé d'environ 400 volontaires issus des services d'ordre de manifestants de l'Euromaïdan. Une partie de ce bataillon est financée par l'oligarque milliardaire ukraino-chyprio-israélien Ihor Kolomoïski. La plupart des membres et les dirigeants de ce bataillon sont des néo-nazis et des membres des partis d'extrême droite. Leur commandant est le fameux Maxim Marchenko, qui sera nommé gouverneur de l'oblast d'Odessa le 1er mars 2022. La lustration est l'une des activités principales du mouvement. Cela signifie nettoyer le système des anciens partisans du régime. Fastov est une petite ville industrielle de 50 000 habitants à environ 65 km de Kiev. La section locale de Pravi Sector a tout organisé. Les membres attendent leurs complices de Kiev. Ensemble, ils se rendent dans la salle du Parlement. La mission, forcer le maire à donner sa démission. Il est membre du Parti des régions, le parti qui était au pouvoir avant la Révolution. Dans la salle, des sympathisants sont venus manifester leur soutien à l'opération de lustration. Ces gens sont venus au pouvoir de manière illégale. Ils ne représentent pas les citoyens. La majorité des députés s'est discréditée pendant les élections et dans leur soutien à Yanukovych. Aujourd'hui, le peuple ne les accepte plus comme représentants. En refusant de partir, ils sabotent les sessions parlementaires. Problème, le maire s'est enfui par peur de la confrontation. Il faut dire que les lustrations menées par les ultranationalistes peuvent devenir brutales, comme le montrent ces vidéos sur YouTube. Dans ce clip, un leader de Pravi Sector agresse violemment un procureur qui n'aurait pas fait son travail comme il le fallait. Pravi Sector est et sera armé pour lutter et protéger le peuple de l'Ukraine. Si les autorités au pouvoir ne se comportent pas comme il faut, on va les remettre à leur place. Ici, la même personne fait la leçon à des députés et des médias en plein conseil municipal. Il justifie le principe de la lustration. Cet homme n'est pas n'importe qui. Il s'appelle Sashko Billy et dirige Pravi Sector pour toute la région ouest de l'Ukraine. Dieu nous a créés tous différents, mais le fusil a égalisé les chances. Celui qui a la calache entre les mains est celui qui décide. Je lâcherai ma calache seulement une fois que l'ordre aura été rétabli dans mon pays. À la base, ces militaires sont un petit peu vus comme des héros, sauf qu'en fait, quand vous plongez un petit peu plus dans l'histoire, vous vous apercevez que les trois quarts, et je vous le dis sincèrement, sont des néo-nazis. Et j'affirme totalement ça. Quand vous avez des militaires qui prônent sur leur patch et sur leur drapeau un sigle SS et le soleil noir du Troisième Reich, qui n'a pas été modifié, voilà, il y en a certains, voilà, leur plaisir c'est de tirer des petits Heil Hitler. Certains ont des beaux tatouages, etc. Leur discussion le soir, parce que nous, si vous voulez, il y avait un instinct de confiance. Forcément, on les soignait et tout, donc ça se passait bien. On parlait avec eux, on échangeait des photos, des selfies. Et c'est comme ça que j'ai pu aussi me procurer certaines vidéos par des militaires ukrainiens et d'autres vidéos que j'ai pu filmer moi-même. Et à partir de là, si vous voulez, bon, déjà, je prends conscience que leur discussion, c'est sur les Noirs et les Juifs. J'entends des discussions, si on chope des Russes, Noirs et Juifs, on les dépécera. Ça, je l'avais déjà dit une autre fois, mais je le répète aujourd'hui. Ça, c'est leur discussion. Donc, c'est pas que un drapeau, il y a aussi leur attitude, si vous voulez. Exactement, c'est leur attitude, leur façon de parler, claquer les talonnettes, etc. Ils en rigolent, ils en sont vraiment fiers de faire ça. Le 29 mars 2014, Vitali Klitschko annonce qu'il renonçait à se présenter à la présidentielle du 25 mai et apporte son soutien au milliardaire Petro Poroshenko. Le 13 avril 2014, au lendemain des référendums de Lugansk et de Donetsk, Arsen Avakov décide de former des milices armées spéciales. L'Ukraine a bénéficié de l'aimable assistance du gouvernement américain à travers la visite en Ukraine du directeur de la CIA en avril 2014, John Brennan. Leurs actions de combat sont désormais dénommées opérations antiterroristes. C'est à partir de ce moment
que la population et le gouvernement pro-Maïdan vont accentuer ce que l'on peut clairement qualifier d'épuration sanguinaire. Ce qui se passe, il y a des affrontements dans un bout de la ville. Les mecs pro-Maïdan font 2 km à pied pour aller dans ce bâtiment-là, qui est un peu l'espèce de Maïdan local des anti-Maïdan, puisque c'est là qu'ils se regroupaient. On les voit arriver en masse, il y avait des tentes autour des bâtiments. En 5 minutes, ils foutent le feu à toutes les tentes. On voit les gens qui se précipitent dans le bâtiment. Les bâtiments et les tentes n'étaient pas au même endroit. Elles sont devant le bâtiment, on les voit très bien brûler, vous regarderez les images, elles sont devant le bâtiment. Ils commencent par brûler ça. Et puis après, ils avancent, on voit les gens en masse qui vont se réfugier dans le bâtiment, qui ferment, et il commence à y avoir des affrontements et des cocktails Molotov. Attention, les images qui vont suivre sont d'une extrême violence. Запрета русского языка. Просто украинские националисты автобусами приехали разогнать русских активистов. И все, кто там были, даже женщины, кто хотел спрятаться, просто бежали в дом для защиты. Никто не ожидал, что так просто возьмут и подпалят. Пытаясь спастись от угарного, чтобы не сгореть, люди выпрыгивали. Их просто так растаскивали, били, избивали, в принципе, уносили. Смотря кто бывал, такие, может, даже помогали. В основном люди в масках. Давай сюда, 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 сюда! On retrouvera même une femme enceinte, morte, étranglée à l'intérieur du bâtiment. This is lawlessness. This is fascism, Nazism. This is murder. People were burning and jumping from upper windows, and the others were shooting them down. And the crowd was chanting, "Glory to Ukraine, glory to the heroes." What's going on? How can this be? These are ordinary local citizens of Odessa. The media lies. They say they were Russian terrorists, but they were simple people of Odessa. So now, considering how things are going, if someone gives a different opinion, he'll be killed. I hear politicians say we have to write a new page to be united. But how can we forget what happened? It's impossible to start a new page. Un dernier baiser. Et pour la famille d'interminables instants de douleur. Dans le cercueil, un député pro-russe mort dans les violences de vendredi dernier. Plusieurs centaines de personnes assistent à cette cérémonie d'adieu. Et lorsque le cercueil quitte la chapelle, les slogans d'hommage résonnent sur le parvis. Gloire aux héros d'Odessa, chantent ces femmes. Avant les cris de colère vis-à-vis des autorités de Kiev, accusées de n'avoir su empêcher ce drame, débarrassons-nous de ce gouvernement, hurle la foule. Aujourd'hui, Odessa a démontré qu'elle est et reste une ville ukrainienne et que ses citoyens ne se laisseront pas dicter l'attitude à tenir. Malgré la tension forte et quelques drapeaux soviétiques brûlés, la nuit s'est finalement déroulée sans incident. L'armée du Sud recrute. Les habitants se pressent au pied de cet immeuble pour un cours en plein air de maniement de Kalachnikov. Et si tu mets ça comme ça, tu peux tuer quelqu'un. On ne veut pas faire la guerre, mais il vaut mieux savoir s'en servir. Tout simplement au cas où, pour se défendre, pour protéger sa vie. Dans ce camp retranché en plein centre-ville,
Hommes et femmes s'entraînent. Seule condition pour s'inscrire dans cette nouvelle armée citoyenne créée par le gouverneur séparatiste, être de la région et avoir plus de 18 ans. J'aime ma patrie, mon Donbass, et je veux combattre pour défendre tout ça jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et si on me tue, eh bien ce sera le destin. Tous l'affirment, ils sont prêts à se battre contre le gouvernement de Kiev. En ce qui concerne mon fils, il a déjà pris les armes. Et s'il le faut, il en prendra une dans chaque main. Et même moi, s'il le faut, je jetterai des cocktails Molotov. Un mois qu'ils occupent ce parc, et ces 3 derniers jours, la situation s'est encore dégradée car l'armée ukrainienne mène l'assaut sur d'autres villes séparatistes. Alors parfois le moindre geste du quotidien est vite interrompu. Des coups de feu viennent d'éclater à l'entrée du campement. Cet homme au pull clair a été blessé par balle à la jambe. Et ici, on se soigne avec les moyens du bord. Je n'ai pas vu qui a tiré. On dit que ça vient d'un balcon. Dans le campement, le bruit court que l'armée ukrainienne ne serait pas bien loin. La ville serait au bord de la guerre civile. Les événements d'Odessa ont marqué les esprits, alors on prie pour se préparer au pire. Le 12 mai 2014, viré de la Navy pour avoir été positif à la cocaïne, Hunter Biden, fils de Joe Biden, devient président de Burisma Holding, la plus grande société d'exploitation de pétrole et de gaz naturel en Ukraine. Nous reviendrons sur cette affaire un peu plus tard. Les États-Unis pour cette élection fournissent une aide substantielle pour s'assurer qu'elle soit propre et étroitement surveillée, afin que personne le 26 mai ne puisse remettre en cause leur légitimité. Le 25 mai 2014, avec près de 56% des suffrages, Petro Poroshenko devient président au premier tour. Тому що у нас робота буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах. Бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так ми виграємо цю війну. L'armée ukrainienne annonce avoir lancé une opération antiterroriste à l'aéroport de Donetsk. Plusieurs avions de combat ukrainiens participent à cette opération. Des avions sont arrivés. Il y a eu une explosion près de l'aéroport. Les pertes ont été très lourdes pour les séparatistes de la région du Donbass. Attention, certaines des images qui vont suivre sont très dures. Les combats de ce lundi entre insurgés pro-russes et soldats ukrainiens ont fait au moins 40 morts parmi les rebelles. La lutte a été notamment très violente autour de l'aéroport de Donetsk, dont l'armée ukrainienne a finalement regagné le contrôle dans la nuit. Armes lourdes et aviation ukrainienne sont entrées en jeu et plusieurs infrastructures ont été endommagées. C'est la première fois depuis la confrontation dans l'Est, mais aussi en Crimée, que l'armée ukrainienne, jusqu'alors très hésitante, déchaîne ainsi toute sa force armée. C'est une manifestation contre cette soi-disant opération antiterroriste, mais nous préférons l'appeler l'opération anti-peuple, car elle tue des gens et fait souffrir les citoyens. Il n'y a pas de séparatistes ici, seulement le peuple du Donbass. D'abord, pourquoi l'Ukraine, pour moi, était très importante. Déjà en 1995, j'avais été invité par le président Kouchma, et à l'époque, déjà, il y avait ce projet des États-Unis de couper l'Ukraine en deux et d'empêcher un pôle continental de s'établir. Pourquoi ? Parce que cela permet de maintenir la domination occidentale, ce qu'on appelait l'Occident, l'OTAN, et cela permet d'éviter de faire de l'Europe indépendante, puissante, un concurrent. Et l'Europe indépendante, puissante, on est obligé de la penser avec la Russie, puisqu'évidemment, avec l'énergie, les matières premières de la Russie, l'Europe se trouve dans une indépendance et dans une puissance, en plus dans une unité spirituelle et chrétienne et culturelle. Et donc, à la chute du mur, les Américains ont voulu, pour leur propre survie, il faut d'une certaine manière de puissance, d'impérialisme, couper l'Europe en deux. Et la fracture, elle était écrite, Brzezinski l'avait écrit, c'est l'Ukraine. C'est l'Ukraine, c'est la coupure entre l'Occident et l'Orient, c'est Byzance et Rome, et donc il fallait accentuer cette fracture pour casser l'Europe et mettre la Russie à part. Et
contre ce projet, évidemment, j'étais totalement opposé, puisque j'étais au contraire, je me suis engagé dans le combat européen pour la grande Europe, celle que voulait Jean-Paul II. Et donc, dans ces conditions-là, déjà la Fondation Soros, en 1995, œuvrait, préparait les forces démocratiques, les révolutions qui allaient avec, pour obtenir cela. Ce n'a pas été possible. Et moi, je l'avais d'ailleurs tout de suite dit à tous ceux qui avaient des velléités pour l'Ukraine venir en Europe, qui venaient me voir à Strasbourg, je leur disais « jamais ». Jamais, parce que vous devez être le trait d'union et non pas venir intégrer un bloc contre un autre bloc. La main sur la Constitution et sur l'Évangile, Petro Porochenko prête serment devant le Parlement ukrainien. 2 semaines après son élection, le nouveau président s'adresse aux parlementaires, parmi lesquels Yulia Tymoshenko, ancienne première ministre et candidate malheureuse à la présidentielle. Dans un discours d'apaisement, il promet de rassembler son peuple et de mettre fin à l'insurrection séparatiste. Je veux la paix. Je ferai en sorte de maintenir l'unité de l'Ukraine. Et pour y parvenir, je propose un plan de paix. Je demande à tous ceux qui tiennent une arme dans leurs mains, déposez les armes, et je promets l'amnistie à tous ceux qui n'ont pas de sang sur les mains. Mais la tâche s'annonce compliquée. Petro Porochenko a reconnu que le rétablissement de la paix serait impossible sans une normalisation des relations avec la Russie. Les Occidentaux fidèles à Kiev ont tenu à apporter leur soutien au nouveau président en assistant à cette prestation de serment. Le vice-président Joe Biden représentait les États-Unis, Herman Van Rompuy l'Union européenne. Un signal fort envoyé à Moscou qui devra désormais compter avec son nouvel homologue, un europhile convaincu. Le discours d'aujourd'hui était juste du populisme, des promesses quasi impossibles à réaliser, en commençant par les élections au conseil municipal de Donetsk. Je tiens à rappeler qu'ils n'ont même pas pu organiser la présidentielle sur ce territoire. Ici, personne ne l'a élu. Après plusieurs heures de bombardement par l'armée ukrainienne, ce rebelle nous conduit dans un petit square et nous montre le cratère causé par un tir de missile. J'ai peur, je veux la paix. Si c'est l'armée ukrainienne, alors elle devrait plutôt défendre le peuple. Moi je suis ukrainienne, mais maintenant j'ai honte de le dire. Des postes frontières à nouveau pris pour cible en Ukraine. 3 checkpoints ukrainiens ont été attaqués la nuit dernière à l'arme légère par des séparatistes pro-russes, tandis que quelques heures avant, c'est ce poste frontière russe qui était visé par des tirs de mortier depuis le territoire ukrainien. Les assaillants, dont on ignore encore qui ils sont, ont aussi utilisé des armes automatiques. Après les tirs à l'arme automatique, explique ce garde-frontière, nous avons commencé l'évacuation. Ensuite, il y a eu de fortes détonations et des fragments d'explosion ont volé. Ces attaques interviennent alors que la Russie a renforcé ses troupes à la frontière avec l'Ukraine, mais aussi au lendemain de l'ordre donné par le nouveau président ukrainien à ses soldats, à savoir un cessez-le-feu d'1 semaine. Cette trêve unilatérale destinée à laisser le temps aux rebelles de déposer les armes a été décidée dans le cadre d'un plan de paix pour mettre fin à l'insurrection séparatiste qui sévit dans l'Est. Port stratégique de l'Est de l'Ukraine, la ville de Mariupol s'oppose au retrait de la garde nationale de la zone tampon qui les sépare, non loin de là, des rebelles pro-russes. Les habitants de la 2e ville du Donbass russophone manifestaient hier. Ils craignent que les insurgés n'en profitent pour attaquer leur cité, comme l'explique Vlada. Nous pensons que la création d'une zone tampon créera un nouveau passage vers Mariupol pour les terroristes. Il n'y aura plus de défense. La population de Mariupol est très inquiète, ajoute Maria. Elle ne comprend pas le projet de retrait de l'artillerie et des tanks de la ligne de front. Nous savons qu'il ne faut pas s'adresser à l'agresseur en ces termes. L'agresseur ne comprend que la force. Vous le savez, depuis le début de la crise, Kiev accuse Moscou d'envoyer des armes et des hommes dans l'est de l'Ukraine. La Russie a toujours nié, mais sur le terrain, il y a bien des combattants qui passent la frontière, des jeunes Russes, souvent issus des mouvements nationalistes, qui partent combattre ce qu'ils appellent les fascistes de Kiev. En Russie, ce phénomène est même surnommé le Russian Jihad, le djihad russe. Un de ces groupes a accepté d'être suivi par une équipe de France 24. C'est donc un reportage exclusif signé Ksenia Bolchakova, Julia Lyubova et Sergei Kosmin.
Nous sommes à quelques 500 km de la capitale russe, Voronezh, au sud du pays. Il est 23h. Nous avons rendez-vous avec Evgeny, le recruteur de combattants. Nous sommes une organisation de volontaires. Notre idéologie est simple. Nous sommes des nationalistes et des impérialistes russes, des héritiers de la Garde blanche. C'est dans ce bureau que se passe l'essentiel du travail de recrutement. Pour tout outil, un compte sur Vkontakte, le Facebook russe, et un téléphone. Tous les jours, je reçois des dizaines de candidatures pour rejoindre notre corps armé. Les gars nous laissent leur nom et leurs coordonnées. Ils disent pourquoi ils veulent s'engager. Le but de notre organisation, c'est la libération de ces territoires qu'on appelle Novorossia, la Nouvelle Russie. C'est de libérer les Russes qui vivent là-bas de cette occupation par la junte de Kiev. Le mouvement a été créé en février dernier. Et depuis, plusieurs centaines de Russes ont rejoint ses rangs. Ce soir, un groupe va partir en Ukraine. Parmi eux, Norman, 25 ans. Je suis citoyen de la Fédération de Russie. Et ça fait 6 mois, depuis l'annexion de la Crimée, que je me suis engagé. Je suis nationaliste. Et pour moi, la priorité, c'est de défendre mon peuple, les Russes. Et dans cette mission, malgré ce que pensent beaucoup d'Ukrainiens, l'État russe ne nous aide pas. Si la Russie avait décidé d'intervenir, je vous l'assure, la guerre n'aurait pas duré plus de 4 jours. Le camion va prendre la direction de Lugansk, à l'est de l'Ukraine, l'un des derniers bastions de la rébellion pro-russe. Nous allons essayer de passer la frontière avec de l'aide humanitaire destinée à ravitailler notre base sur place. Il y en a aussi pour les civils, mais la situation sur le front est compliquée. Lugansk est encerclé par l'armée ukrainienne et je ne sais pas encore si on va y arriver. Dans la voiture là-bas, ce sont des gars de notre bataillon qui sont venus nous chercher. Ils vont nous escorter, nous et la cargaison. Les armes, on les aura une fois sur place. Et ces armes, les voilà, surtout des kalachnikovs. Тебе хватит 2 магазина? Больше нет. Вполне. Ну, если бы, конечно, один, вообще было бы еще идеально. Но если попросишь у товарища с пулеметом. С РПК? Кстати, отлично. Un rebelle de la LNR, la République autoproclamée de Lugansk assure la livraison. Chaque nouvel arrivant est équipé. Ces armes sont ukrainiennes. Nous les avons récupérées dans les armureries de la police ou de l'armée, au moment où certaines unités se rendaient. Ça a parfois été difficile de les prendre. La grande majorité de ces armes sont en fait des trophées de guerre. Kiev et les puissances occidentales craignent une invasion russe de l'Ukraine. À Donetsk, l'un des 2 bastions séparatistes de l'Est comme dans les alentours, les combats à l'arme lourde ont fait rage vendredi. Les obus résonneraient jusque dans le centre-ville. Les forces ukrainiennes ont déploré 15 morts en 24 heures. Moscou a proposé de mener une mission humanitaire pour aider la population prise au piège. Toute nouvelle intervention unilatérale russe sur le territoire ukrainien, y compris sous couvert d'apporter une aide humanitaire, serait totalement inacceptable et profondément inquiétante. Et ce serait considéré comme une invasion de l'Ukraine, a déclaré l'ambassadrice américaine à l'ONU. Все те, кто рвет мою страну на части, все те, кто захватил мой город, родной Донецк, все те, кто подняли флаги России, ДНР и прочие ублюдки, будут наказаны, как происходит вот с этим уродом. Мне все равно, сколько вам лет, 16, 20, 25, 50. Мы придем каждому, пулей хватит на всех. Я вам говорю, как дончанин. Ты меня понял? Слава какой стране? Украине. Еще раз. Слава Украине! Донецк какая страна? Украина. Донецк это Украина. Донецк это Украина. Запомнил? Да. Чтобы никогда не забывал. Ты меня понял? Да. Понял. Слава Украине, героям слава. Et c'est dans cet hôpital, non loin de là, que nous avons retrouvé un soldat ukrainien. Yuri, 20 ans, un survivant. Blessé il y a une semaine au combat, hospitalisé depuis. Libre de ses mouvements, dit-il, il ne sait pas où aller. Le sentiment d'avoir été abandonné par son armée.
Les officiers de l'armée ukrainienne ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent pas à leurs soldats. Ma mère est allée voir l'armée, mais personne ne lui a répondu. Ces scènes donnent une idée assez claire de la débandade qu'a connue ici l'armée ukrainienne il y a une semaine à peine et de la puissance de feu développée par les pro-russes. De fait, la région de Donetsk se trouve totalement sous le contrôle des séparatistes. Les habitants de la région sortent à nouveau de chez eux après avoir connu l'enfer. Le Donbass ne mérite pas qu'on fasse ça. Ils ont tout détruit. Au niveau politique, le président russe, Vladimir Poutine, pourrait s'entretenir avec son homologue ukrainien, Petro Poroshenko, en marge d'un sommet la semaine prochaine à Milan. Pour commencer, a déclaré le chef de la diplomatie russe, il faut un dialogue entre les représentants de Kiev et des républiques populaires de Donetsk et Lugansk. La seconde étape doit être un dialogue politique large, une réforme constitutionnelle incluant toutes les régions et toutes les forces politiques de l'Ukraine. À Donetsk, la ville rebelle ukrainienne, 5 civils ont péri et 24 autres ont été blessés mercredi soir. Plus de 330 personnes ont été tuées depuis le début de la trêve. Le sourire de François Hollande face à celui de Barack Obama. Ambiance en apparence détendue dans ce restaurant chic de la capitale. Au menu, une cuisine française étoilée et des sujets qui fâchent. Car avant même de mettre le pied en France, Barack Obama a lâché 2 petites bombes. D'abord, dans le dossier BNP Paribas. François Hollande est déjà intervenu auprès de la Maison-Blanche pour éviter à la banque une très lourde amende aux États-Unis. Cet après-midi à Bruxelles, la réponse de Barack Obama a été cinglante. La tradition aux États-Unis est que le président ne se mêle pas des affaires de justice. Nous n'appelons pas le procureur général. Moi, je ne décroche pas mon téléphone pour lui dire comment il doit traiter les affaires. Second camouflet, cette fois au sujet des navires militaires que la France entend livrer à la Russie au mois d'octobre prochain. Je reconnais que cela représente beaucoup d'emplois en France. Je pense qu'il aurait été préférable d'appuyer sur le bouton pause, mais jusqu'ici, le président Hollande a pris une autre décision. Barack Obama arrive à Paris avec une délégation de plusieurs centaines de personnes. Il dort ce soir à 2 pas du palais de l'Élysée avant de rejoindre 18 autres chefs d'État demain sur les plages de Normandie. Ils sont restés pendant 7 heures autour de la table. À Minsk, en Biélorussie, Ukrainiens et séparatistes de l'Est du pays se sont finalement accordés sur des points concrets pour préserver une trêve toujours fragile. C'est l'ancien président Leonid Kuchma, représentant de Kiev dans ces négociations de paix, qui en a dévoilé le contenu. Premièrement, le cessez-le-feu est considéré comme étant général. Deuxièmement, les forces armées resteront désormais sur les lignes qu'elles occupaient le 19 septembre. Les protagonistes se sont également mis d'accord sur l'interdiction d'utiliser tout type d'armes et de mener une offensive. Dans les 24 heures qui suivent la signature de ce mémorandum, les 2 parties doivent également retirer toutes les armes d'un calibre supérieur à 100 mm à une distance de 15 km de chaque côté de la ligne de contact. Il s'agit d'instaurer une véritable zone démilitarisée de 30 km sous surveillance de l'OSCE. Drones et avions de combat ne pourraient pas la survoler. L'armée ukrainienne et les différents groupes armés ne seraient pas non plus autorisés à y pénétrer. Mais le statut des régions de Donetsk et Lugansk n'a pas encore été abordé et chaque camp campe pour l'instant sur ses positions. La trêve reste décidément bien fragile. Depuis le centre de Donetsk, hier soir, aux alentours d'11h30 heure locale, on a encore entendu des tirs d'artillerie. Il y en avait eu aussi plus tôt dans la journée. Ce matin, personnellement, je n'ai rien entendu. Je n'ai pas vu non plus sur les médias qu'il y ait eu des tirs ce matin à Donetsk, mais il est trop tôt pour dire. En réalité, généralement, tous les jours, il y a des tirs d'artillerie dans la zone de l'aéroport qui est toujours contrôlée par les Ukrainiens. Une maison en flammes. À Spartak, un village près de Donetsk, le cessez-le-feu n'a pas changé grand-chose. Même si les présidents ukrainiens et russes s'accordent à dire qu'il est globalement respecté, la réalité sur le terrain est bien différente. 48 heures à peine après la trêve annoncée entre armée ukrainienne et rebelles pro-russes,
les civils se retrouvent encore une fois entre les lignes. D'ailleurs, les combattants ne se cachent pas. Armés jusqu'aux dents, ils sont loin d'une démobilisation, comme l'accord de trêve, conclu vendredi à Minsk, le laissait entendre. 8 heures ce matin, les marins russes regagnent comme tous les jours le centre de formation de Saint-Nazaire. La livraison est suspendue, mais pas la préparation ni la construction. Et à 700 km de là, François Hollande refuse de remettre les clés du bateau. Les conditions doivent être réunies pour que le navire soit livré. Quelles sont les conditions? Un cessez-le-feu et un règlement politique. Aujourd'hui, ces conditions ne sont pas réunies. Et faute de conditions, il y a donc l'annulation possible du contrat Mistral de 1,2 milliard d'euros. Quelles seraient en plus les pénalités? Avec rupture du contrat, la télévision russe évoque la somme de 10 milliards d'euros de dommages et intérêts. Au mois de juin, Vladimir Poutine avait déjà mis en garde. Si la France décide de l'annuler, elle peut le faire, mais nous exigerons alors un dédommagement. Et cela ne contribuera pas positivement au futur développement de nos relations. Des milliers d'hommes masqués, pour la plupart partisans de Svoboda, vont affronter la police devant le Parlement de Kiev, réclamant que l'armée insurrectionnelle, branche militaire de l'Organisation des nationalistes ukrainiens, active pendant la Seconde Guerre mondiale contre les soviétiques, obtienne le statut de combattant de l'indépendance. Un projet de loi sur l'attribution de ce statut a été introduit mardi par les députés nationalistes. Le projet, n'ayant pas obtenu la majorité, ne fera pas partie de l'ordre du jour du Parlement. L'Ukraine était en soi fragile, puisqu'elle est fabriquée d'une certaine manière et elle est de deux cultures différentes. Et donc évidemment, les Américains ne cherchent pas... Ce qu'ils veulent, surtout, c'est couper en deux, c'est-à-dire faire qu'il y ait un foyer purulent, excusez-moi l'expression, de maintien de la guerre, de la guerre ou de tension, qui fait qu'il y a un ennemi et qu'il faut se protéger contre l'ennemi. C'est diviser pour mieux régner, quelque part. Absolument. Et derrière ça, vous avez le traité transatlantique qui vient renforcer la force de l'OTAN et le traité transatlantique qui est en fin de compte l'OTAN économique. Et l'Europe, dans tout ça, elle n'existe plus. Elle est une annexe, elle n'a plus d'identité. Ces nations n'existent plus d'ailleurs non plus, puisque dans le grand schéma européen, elles ont vocation à se fondre, nos identités, notre culture, notre histoire, au profit, en fin de compte, de cet impérialisme, il faut le dire, mondial. Le 2 décembre 2014, Nathalie Jaresko, ressortissante américaine au poste de ministre des Finances de l'Ukraine. L'Ukraine lui a accordé la nationalité ukrainienne le jour de son investiture. Originaire de Chicago, Nathalie Jaresko obtient le portefeuille des finances. Ancienne employée du département d'État américain, mon expérience, ma connaissance de la situation me donne une chance, l'envie et l'inspiration afin de travailler pour le bien de l'Ukraine, dit-elle. L'homme est une figure controversée de la lutte pour l'indépendance du pays, détesté en Russie où on le présente comme un complice des nazis. Les nationalistes ukrainiens le considèrent comme un héros. À l'époque, Stepan Bandera disait déjà que Moscou était notre ennemi, dit cette partisane de Svoboda. Chef idéologique des combattants anti-soviétiques, Bandera sera lui-même emprisonné durant 3 ans dans un camp de concentration nazi. L'armée ukrainienne affirme avoir engagé une vaste offensive contre les positions rebelles dans la région de Donetsk. C'est autour de l'aéroport que se concentrent les combats les plus violents, et ce depuis plusieurs semaines. Ces derniers jours, les affrontements se sont encore intensifiés. Le conflit s'enlise. Les forces ukrainiennes reprennent d'abord du terrain, mais elles sont très vite stoppées par les séparatistes, renforcées grâce à des convois humanitaires venus de Russie. Les deux parties décident de négocier. Le 5 septembre, un cessez-le-feu est signé à Minsk, mais la trêve n'est pas respectée. À l'aéroport de Donetsk, les combats font rage
Ils se renforcent même en janvier. L'attaque de ce bus au sud de la ville fait une dizaine de morts civiles. Un peu plus d'une semaine plus tard, l'aéroport de la ville, ou plutôt ce qu'il en reste, est conquis par les séparatistes. Un revers cinglant pour l'armée ukrainienne qui pousse la communauté internationale à réagir. La France et l'Allemagne prennent l'initiative. François Hollande et Angela Merkel se rendent à Kiev, puis à Moscou, et préparent déjà ce sommet de Minsk, censé préserver la paix en Europe. Мы сейчас находимся на окраине Углегорска, где накопительный пункт для сбора беженцев, которые только что вышли из города под обстрелами. Украинская сторона не предоставила никаких гуманитарных коридоров для выхода на ту сторону. Это сделали ополченцы. Вы видите, сколько здесь людей. Спасайте деток, мне не надо. Только здесь не садимся. Двигайтесь. Они не пускают. Мы не собираемся. Не пускают. Мы не хотели уходить, бросать все живое. Как пленники, как тюремщики, как какие-то, я не знаю, прокаженные, в чем-то виноватые. Окружили со всех сторон, сидим под обстрелами. Комсомольская правда Россия. Комсомольская правда Россия, да? Спасибо. Ребята, напишите правду. Вот так, они с интерната выходили и вызвали огонь на себя, и город накрыли градом с Дебальцева, и минометами, и градом. И уничтожили, все в городе уничтожили. Кто в интернате сидел? Нацики сидели в интернате. Нацгвардия. Не слышали, да? На улице деле брата моего убила. В подвале с детьми сидели, уже не вылазили, холодно в подвале. Ты сам с Углегорска? Нет, я не сам, я с мамой. В подвале прятались? Да конечно, я прятался с мамой в подвал. С Углегорска мы вырвались, здравствуйте. Что, как там? Да ну как, стреляют. Коридор дали для выезда? Ну сейчас люди выезжают. Нормально. Как там город, говорят, разрушили? Все, там полностью. Ничего нет. Там ничего нет. Ничего там нету по этому Углегорску. Абсолютно. Города нет, можно сказать. Центра. Какого центра? Весь город разбили. Просто тупо. Позавчера разбили с Прадом, с Дебальцева и все. Да мы 3 дня на полу пролежали в квартире, нам в град дом попал. А потом до подвала добежали, по подвалам ползали там. Дай бог, вот это 5 дней не могли выехать, не выпускали из подъезда и стреляли там и по подъездам. Я не знаю, украинский флаг висел, они там бегали, с автоматом стреляли по подъездам, я не знаю. Яночка, живы, Яна в Белгородскую область. В Крым живы, в Сургут тоже живы. Передайте. Господин Порошенко, садись за стол переговоров, садись. Как зовут вас? Порошенко, чтоб ты сдох, идиот, будь ты проклят. Твои дети все до 7-го поколения. Садись, Порошенко, за стол переговоров ради наших детей, ради наших стариков. Чтобы этот Порошенко, чтоб он всю жизнь оставшуюся свою доживал, так как мы сейчас едем. И причем мы остались вот такого разбитого. Он в стрессе как. Cette journée de jeudi aura été particulièrement sanglante dans l'est de l'Ukraine, avec au moins 44 morts selon un bilan établi par l'agence France Presse.
Les combats ont été particulièrement violents dans le secteur de l'aéroport de Donetsk, un site stratégique que l'armée ukrainienne a dû abandonner aux rebelles pro-russes. Pour cet expert du ministère de la Défense, cela constitue un sérieux revers pour les autorités de Kiev. Si les troupes ukrainiennes avaient réussi à garder cet aéroport, dit-il, les rebelles pro-russes auraient été contraints de démilitariser une grande partie de la ville au regard de l'accord de Minsk. Autre déconvenu pour Kiev, ces images de soldats ukrainiens faits prisonniers à Donetsk. Ils ont été forcés à marcher dans cette ville séparatiste sous les huées, voire sous les coups d'une foule hostile. Ils ont été conduits jusqu'au lieu où un trolleybus a été bombardé. C'était ce jeudi matin. Les services de secours parlent d'une douzaine de civils tués. Je suis malade. J'espère juste aller dans un endroit chaud. J'ai besoin de chaleur. Ici, je vais mourir de froid. Je suis contente qu'il fasse chaud ici, mais je veux la paix. Et je veux voir mes petits-enfants et leurs enfants. La vie est terrible. Horrible. J'ai laissé des proches là-bas. Je ne sais pas quoi dire. Ce devait être une audition de routine. Ashton Carter répond aux questions de la Commission des forces armées du Sénat américain. Lorsque survient le débat sur le conflit en Ukraine, il se livre sans détour et soutient l'idée de fournir des armes aux autorités de Kiev. Je suis pour aller dans cette direction, Monsieur le Président, car je pense qu'il faut aider les Ukrainiens à se défendre. Sur la nature de ces armes, je ne peux pas vous en dire plus, car pour l'instant, je ne me suis pas entretenu avec nos responsables militaires ou avec leurs homologues ukrainiens. Mais je défends l'idée de leur fournir des armes, et pour répondre à votre question, cela inclut des armes létales. Une déclaration peu appréciée par la Maison-Blanche. Son porte-parole a rappelé qu'aux États-Unis, le chef des armées, c'est le président, et non le ministre de la Défense. Dans les faits, Washington hésite encore à livrer des armes. Pour ses partenaires européens, pour l'instant, c'est non. La France et l'Allemagne, en l'occurrence, sont ensemble pour essayer de sortir par le haut. Et donc, nous n'avons pas l'intention de fournir aujourd'hui des armes létales. L'armée ukrainienne bombarde les positions des séparatistes pro-russes qui gagnent du terrain. À 20 km d'ici, à Debaltseve, les soldats ukrainiens résistent encore, mais pour combien de temps? Cette route est l'unique voie de ravitaillement vers Debaltseve. Nous restons là pour les couvrir. En cas de retraite, c'est ce point que nous lâcherons en dernier. Mais nous ne reculerons pas. Ici, nous avons disposé de vieilles armes. C'est pour tromper l'ennemi. Le 10 février 2015, Viktor Tchokhin est nommé procureur général d'Ukraine, remplaçant Vitali Yarema, qui était controversé en raison de son rôle dans le blocage des poursuites contre les personnes accusées d'avoir tiré sur des manifestants lors de la révolution d'Ukraine de 2014. Vitali Yarema est accusé d'avoir bloqué des affaires majeures contre des personnes influentes et d'avoir entravé la lutte contre la corruption. Nuit blanche à Minsk pour les dirigeants russes et ukrainiens, soutenus par le président français et la chancelière allemande. Les négociations commencent mal avec des séparatistes pro-russes qui refusent de s'entendre avec les émissaires de Kiev. Mais ce matin, un accord est trouvé entre les deux parties. C'est le président russe Vladimir Poutine qui l'annonce. Ça n'a pas été la meilleure nuit de ma vie. Mais ce matin, malgré les difficultés que nous avons rencontrées pendant les discussions, nous sommes parvenus à nous entendre sur les points principaux. Ces points sont repris par une feuille de route signée par les deux parties. Elle prévoit un cessez-le-feu en vigueur le 15 février à minuit, un retrait des belligérants et de leurs armes lourdes, la création d'une zone tampon entre les deux camps et la libération de tous les otages. Côte à côte, l'Allemagne et la France saluent cette avancée pour la paix. Il y a une chose qui semble avoir changé ce matin, c'est la situation à l'aéroport de Donetsk, tenue depuis des mois par des Ukrainiens sous une pression constante des séparatistes, selon lesquels les Ukrainiens devraient
pour respecter leurs engagements à Minsk, devraient se retirer de l'aéroport. Il semblerait ce matin que finalement les Ukrainiens ont jeté l'éponge et ont quitté au moins les bâtiments de l'aéroport qui sont en ruine. Peut-être que cela pourrait changer la donne, même s'il y a beaucoup d'autres points chauds tout le long de la ligne de démarcation entre le territoire contrôlé par les séparatistes et le territoire contrôlé par l'Ukraine. La retraite plutôt que la mort. Ces colonnes de soldats ukrainiens reviennent du front, de Debaltseve qu'ils ont dû quitter à la hâte. Les convois de l'armée croisent la route des ambulances dans l'autre sens. Les témoins parlent d'affrontements très violents, rue par rue, à l'arme lourde, mais aussi à la Kalachnikov. Après des jours de combats rapprochés et de bombardements, sur les visages de ces soldats ukrainiens, les traits sont tirés. Et si certains font lever de la victoire, c'est uniquement par soulagement. Ces hommes ont le sentiment d'avoir échappé à un massacre. Pendant ce temps, à Kiev, les autorités ne parlent pas de déroute, mais de repli stratégique. Les forces armées ukrainiennes mènent une opération organisée, un retrait des unités de l'opération antiterroriste dans la ville de Debaltseve. Pour l'instant, près de 80% de ces troupes se sont retirées de ce secteur. Cette opération devrait s'achever bientôt. C'est donc la fin de plusieurs semaines de combats acharnés à Debaltseve, un point stratégique dans l'est de l'Ukraine, nœud ferroviaire et routier entre les bastions séparatistes de Donetsk et Luhansk. La réunion du conseil d'administration du FMI a approuvé le programme d'aide à l'Ukraine pour un financement supplémentaire de 4 ans. Il y a moins d'un an, l'Ukraine avait déjà bénéficié d'un plan comparable du FMI, mais à peine un quart avait été versé. Un feu vert, réforme drastique à la clé, message bien reçu à Kiev. C'est une réponse aux réformes menées en Ukraine, qui nous oblige à les poursuivre et à aller de l'avant. Ce programme nous permet de recevoir une aide additionnelle d'environ 7 milliards d'euros pour la stabilisation et la croissance de notre économie. Une aide additionnelle de la Banque mondiale et de l'Union européenne notamment, qui s'inscrit dans un plan d'aide global de 40 milliards de dollars. Pour convaincre ses créanciers, les autorités ont dû donner des gages de bonne volonté. Prix du gaz multiplié par 3 avec la fin des subventions, ou encore baisse de 15% de certaines retraites. Des mesures annoncées début mars qui inquiètent la population. Je pense que la plupart des familles de la classe moyenne ont vraiment ressenti la crise, car nos salaires restent les mêmes, alors que les prix ont augmenté, vraiment augmenté pour tout. Des Ukrainiens étranglés par l'inflation, plus 30%. En 2 ans de récession, la monnaie nationale a perdu 40% de sa valeur. Résultat, les entreprises et les banques qui ont contracté des prêts en dollars sont en quasi-faillite. Dans ce climat de défiance, le marché noir prospère. Il représenterait, selon les experts, près de 50% de l'économie. 53 vies détruites. 53 enfants innocents. C'est ce qui est arrivé au Donbass à cause de l'intervention militaire ukrainienne. Des enfants ont été tués dans le Donbass, nos enfants, et avec cela, nous tuons la paix. J'ai répété plusieurs fois que l'armée ukrainienne est en train de s'auto-détruire. Alcoolisme, banditisme. Cela montre aussi à quel point ils se fichent des populations civiles dans les territoires sous leur contrôle. C'est juste un fait. А зачем вы ребенку этих с пеленок вбиваете, что русские это враги? Какие мы враги? Дайте нам самоуправление, дайте нам федерализацию. Какие мы сепаратисты, какие мы террористы. Вот действительно, они пришли. Мы не шли к ним туда, на Западную Украину. Они пришли к нам, нас уничтожать. Как можно так? Вы хотя бы подумали своей головой. Мы же мирные, у нас нет оружия, а вы дали им оружие в руки. Где-то, говорят, вот кричат, что надо уехать. А с чем уехать? Где-то ехать нужны деньги. Мне 65 лет. Где я нужна? Работы нигде нет. Уже нет Украины, и ее никогда не будет. Они уже не соединят то, что они разорвали своими руками. Все.
Вы здесь видите. И кричат, что это делают ополченцы. Да не ополченцы, они сами это делают. Нарушают режим тишины, провоцируют, а потом хотят, чтобы все свалить на ополченцев. Ну, не знаю, меня просто вот это общество европейское поражает. Как это так? Вы же видите, что идет братоубийственная война, гражданская война. Неужели нельзя повлиять на них? Неужели нельзя принять меры к нашему правительству? Что мы тоже украинский народ. Хотя мы родились в Советском Союзе, да. Я не против того, что я родилась в Советском Союзе. My first major effort, my first one was in South Africa, but afterwards Eastern Europe, when the Soviet Union, the Soviet Empire collapsed, and as the empire collapsed, I moved in and picked up the pieces. First in Hungary in 1984, and then Poland in 87, China in 87 as well. So this is how the Soros Empire was replacing the Soviet Empire. And how do you think you're doing in your imperial ambitions? Well, as you can see, you take Russia, which is actually where I'm most involved currently, and it's a replay, but of what we went through at the time of the collapse of the Soviet Union. But unfortunately, the big difference is that then you had a moribund Soviet Union, and you had an emerging European Union. It was the height of the European Union, of the integration. And now you have the reverse. You have a resurgent Russia and, unfortunately, a disintegrating European Union. And that's a very sad development. But I think the foundation has made a contribution, so I consider it a success to be involved. And particularly because my main involvement actually in Ukraine, where there is a new Ukraine, which is eager to be part of the European Union and or to be a European democratic country, and actually the people involved, almost every one of them, had been somehow in contact with the foundation. So it's both inside government and civil society. It's all people who I meet, and they tell me that somehow they are connected. And that is very gratifying. So 25 years of work has really paid off. So Début avril 2015, le procureur Viktor Tchokhin a déclaré que les dossiers du procureur général d'Ukraine concernant les ordonnances pénales de l'ancien procureur général Viktor Pshonka avaient disparu, ainsi que les dossiers secrets et les documents secrets de Pshonka. Tchokhin a déclaré « Je vais vous en dire plus, non seulement des affaires pénales, mais des documents classifiés ont disparu. Des dossiers secrets, y compris ceux liés aux ordres de Viktor Pshonka. » Nous avons voulu nous assurer que le retrait des armes légères, qui avait été approuvé par un accord il y a quelques jours, puisse commencer dès demain matin à minuit. Que pour les armes lourdes, il puisse y avoir un processus comparable
et que nous puissions poser des scellés conformément aux souhaits de l'OSCE. Nous avons également voulu que l'OSCE puisse avoir un accès libre et sûr sur l'ensemble du territoire ukrainien jusqu'à l'accès même à la frontière. Enfin, des actions de déminage seront lancées sans délai pour la sécurité de la population et des drones pourront poursuivre leur mission. Sur cet aspect de sécurité, c'est là qu'il y a eu, depuis Minsk, le plus de progrès, puisque le cessez-le-feu est maintenant globalement respecté et que nous avons pu engager étape par étape le retrait des armes. Et aujourd'hui, nous avons pu faire de nouvelles avancées et permettre qu'il n'y ait plus de victimes de ce qui a été un conflit particulièrement lourd et dramatique. Mais les accords de Minsk, ce n'est pas seulement le cessez-le-feu et le retrait des armes légères et des armes lourdes et la surveillance et la possibilité pour l'OSCE d'aller partout. C'est la deuxième dimension sur laquelle nous avons passé le plus de temps, c'est le processus politique. Nous avons donc voulu que des élections puissent se tenir, élections locales, et puissent se tenir selon la loi électorale ukrainienne, mais puissent être également organisées dans le cadre d'un groupe de travail et de manière à permettre que ce scrutin puisse être incontestable. Et nous avons lancé un appel pour que toutes les parties s'engagent sur ce processus. Ce qui veut dire que les élections qui étaient prévues le 18 octobre, à nos yeux, ne pourront pas se tenir dès lors qu'elles ne répondent pas aux conditions que nous avons posées. Mais en même temps, des élections doivent être organisées et pour ce faire, une loi électorale doit être votée et cette loi électorale doit également être discutée dans le cadre de ce groupe de travail. Tout au long de 2015 et au début de 2016, la pression nationale et internationale, y compris de la part du FMI, de l'UE et de la Banque européenne, s'est développée pour que Tchokhin soit démis de ses fonctions. Le 2 novembre 2015, il y a une tentative d'assassinat contre lui, lorsqu'un tireur d'élite non identifié a tiré 3 coups de feu dans son bureau, mais a été déjoué par la vitre par balle. J'étais allé à Kiev pour la 12 ou 13e fois. Et j'étais censé annoncer la garantie d'un autre prêt d'1 milliard de dollars. J'avais obtenu l'engagement de Porochenko et de Yatsenyuk qu'ils prendraient des mesures contre le procureur de la République et ils ne l'avaient pas fait. Ils allaient à une conférence de presse et j'ai dit « Non, je ne vais pas, nous n'allons pas vous donner le milliard de dollars ». Ils ont dit « Vous n'avez pas l'autorité, vous n'êtes pas le président ». Et c'est le président qui dit. J'ai dit « Appelez-le ». Je vous dis que vous n'aurez pas le milliard de dollars. Vous n'aurez pas le milliard et je vais partir d'ici. C'était dans environ 6 heures. Regardez, je pars dans 6 heures. Si le procureur n'est pas viré, vous n'aurez pas l'argent. Eh bien, le fils de pute a été viré. Et ils ont mis en place quelqu'un de plus solide. Le 28 janvier 2020, Viktor Tchokhin dépose officiellement plainte contre Joe Biden. Nous avons retrouvé les documents sur le site lescrises.fr. Au cours de la période 2014-2016, le bureau du procureur général d'Ukraine menait une enquête préliminaire sur une série de délits graves commis par l'ancien ministre de l'écologie d'Ukraine, Mykola Zlochevsky, et par les dirigeants de la société Burisma Holding Limited, dont le conseil de directeur comptait parmi ses membres entre autres Hunter Biden, fils de Joe Biden, à l'époque vice-président des États-Unis d'Amérique.